qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Pour réagir à ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment avec le groupe Ghetto Sorry, j'ai eu envie de vous faire un point sur la pensée de Maria Montessori. En effet, je pense que malheureusement, depuis un certain nombre d'années, beaucoup trop de personnes parlent de Montessori, créent des produits dits Montessori, écrivent des livres, des cahiers d'activités dits Montessori, créent des blogs, des vidéos sur YouTube, des comptes Instagram, ouvrent des écoles même soi-disant Montessori, alors qu'en fait, tout cela est souvent très très loin des écrits de Maria Montessori et ne respecte absolument pas les principes de base. Je ne prétends surtout pas être la seule capable de faire un compte-rendu rapide de la pédagogie Montessori, mais voilà 35 ans que j'ai créé mon école de la maternelle au bac, j'ai créé un organisme de formation Montessori, depuis plus de 20 ans, j'ai écrit de nombreux livres qui, je pense, sont conformes à ce que j'ai lu dans les livres de Maria Montessori, que je continue à relire et à relire très régulièrement. J'aurais peut-être dû réagir avant sur le constat de tout ce qui s'est passé autour de Montessori ces dernières années et qui ont bien souvent détérioré l'image de cette belle pédagogie, car elle était trop mal appliquée, juste dans l'idée que mettre cette étiquette sur toutes les créations rapporterait plus d'argent. Revenons donc aux écrits de Maria Montessori et essayons de définir rapidement ce qu'est cette pédagogie scientifique, comme elle l'a nommée. Comme je viens de le dire, il s'agit tout d'abord d'une pédagogie scientifique, issue des observations qu'elle faisait des enfants, tout d'abord dans un quartier pauvre de Rome, puis au travers de toutes ses expériences à travers le monde entier. Donc, il s'agit d'une pédagogie, donc un type d'éducation pourrait être appliqué en priorité à l'école. Je le précise à nouveau, une pédagogie, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques utilisées pour enseigner et transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs. Elle englobe les principes d'apprentissage, les stratégies éducatives et les interactions entre enseignants et apprenants. La pédagogie Montessori fait partie de ce qu'on a appelé les pédagogies actives qui encouragent l'apprenant à être acteur de son apprentissage. La pédagogie Freinet en est une autre. Pour élaborer cette pédagogie, elle a bien sûr observé les enfants de manière scientifique, puisqu'à la base, elle était médecin. Ces observations l'ont conduit à définir 3 grands stades de développement de l'enfant. Un premier stade pour les enfants de 0 à 6 ans, avec une première période de 0 à 3 ans qu'elle a appelée l'esprit absorbant inconscient, et la deuxième de 3 à 6 ans avec l'esprit absorbant conscient. Le deuxième stade des enfants de 6 à 12 ans qu'elle a nommé la période de croissance uniforme, et le troisième stade des jeunes de 12 à 18 ans avec une nouvelle période de transformation entre 12 et 15 ans, la puberté, et entre 15 et 18 ans, l'adolescence. Pour chacun de ces stades de développement, elle a mis en œuvre une théorie du matériel, une posture à adopter par l'adulte, des choses à mettre en place pour apporter le meilleur au niveau éducatif aux enfants. Elle a par exemple observé ce qu'elle a appelé l'esprit absorbant, qui décrit la capacité unique des jeunes enfants à assimiler naturellement et sans effort leur environnement.
Et donc, elle a beaucoup parlé de l'importance de l'environnement préparé pendant cette période. Environnement préparé par l'adulte et dont l'adulte fait partie. Elle a également observé le phénomène des périodes sensibles que traverse l'enfant entre 0 et 6 ans. Une période sensible, c'est une phase temporaire durant laquelle un enfant manifeste un intérêt spontané, intense et exclusive pour l'acquisition d'une compétence particulière. Ces périodes sensibles que l'enfant traverse naturellement facilitent l'apprentissage car l'enfant y est particulièrement réceptif. Elle en a défini plusieurs, celles du langage, du mouvement, de l'ordre, du raffinement des sens, du comportement social et des petits objets. L'observation par l'adulte, éducateur, et le respect de ces périodes sensibles permettent de proposer un environnement adapté à l'enfant pour favoriser son développement optimal. Elle a également observé le besoin de concret et de manipulation par la main chez les jeunes enfants pour les apprentissages. Elle a donc créé un matériel très important pour permettre aux enfants d'apprendre à lire, à compter, à faire des opérations, à développer ses sens, à devenir autonome, à apprendre la géométrie, à développer sa main, à apprendre l'histoire, les sciences, etc. Mais ce matériel répond à des normes précises. Il doit être présenté aux enfants d'une manière précise et dans un ordre précis. De plus, il doit toujours comprendre une autocorrection, ce qui est une notion fondamentale de cette pédagogie, dans le but que l'enfant se corrige tout seul et que l'adulte change de rôle. Beaucoup de produits ont été créés avec le label Montessori et ne correspondent en rien à ce que Maria Montessori a défini comme important dans le matériel présenté aux enfants. Elle a également parlé beaucoup de la normalisation de l'enfant par le travail, de la concentration comme clé, dit-elle, qui va libérer des trésors latents que l'enfant possède en lui-même. Elle a été la première à évoquer aussi la nécessité de tables, de chaises et d'étagères au niveau des enfants. C'est ce que toutes les écoles mettent en place aujourd'hui. Comme je l'ai évoqué plus haut, elle a insisté sur l'importance de l'environnement préparé, mais qui ne sert à rien sans l'intervention d'un éducateur entraîné. Elle disait que cet éducateur est aussi indispensable que le matériel lui-même. Ceci est important car on voit beaucoup de choses sur des activités mises en place à la maison par des adultes qui ne sont absolument pas formés à cette pédagogie et donc qui, malgré toute leur bonne volonté, ne présentent pas les activités de la bonne manière, ne respectent pas les hiérarchies, etc. et se devient totalement inutile. Elle a aussi beaucoup évoqué cette fameuse notion de liberté, qui est bien souvent très très mal comprise par les adultes et mal utilisée. Maria Montessori fait une distinction entre la vraie et la fausse liberté. Trop souvent, certains pensent que la soi-disant libre discipline n'est qu'une absence de discipline. Or, pour Maria Montessori, liberté et discipline sont comme les deux faces d'une même médaille et parfaitement inséparables. Maria Montessori disait qu'il est possible d'être indépendant tout en n'étant pas libre, mais il est impossible d'être libre sans avoir conquis cette base qu'est l'indépendance. Par exemple, dans une classe Montessori, Maria Montessori disait que l'éducatrice ou l'éducateur ne doit jamais craindre de détruire ce qui est mauvais. Elle ou il doit maintenir le bon, préserver toute forme d'activité génératrice d'ordre, d'harmonie, de développement et de libre discipline. Mais ces éducateurs ou éducatrices ne doivent pas accepter le mauvais, c'est-à-dire tout ce qui conduit à la dispersion des énergies créatrices et par suite même au désordre. La liberté de l'enfant s'arrête là où commence l'intérêt collectif, disait-elle. Il y a donc de très nombreuses règles dans la classe Montessori. Par exemple, un enfant n'a pas le droit de choisir un matériel dont il ne sait pas se servir. On ne laissera pas à un enfant tel ou tel matériel s'il ne l'utilise pas correctement, etc. Pour tout cela, elle a parlé de principes de vie à l'école. Beaucoup l'ont ensuite retranscrit à la maison, mais ce n'est jamais Maria Montessori qui a dit de faire comme ceci ou cela à la maison. Et si on le transpose à la maison, il est donc important de se souvenir de tous ces grands principes, si on se réclame de Montessori, bien sûr. Mais par exemple, comme je l'ai entendu, elle n'a jamais défini ce que les enfants devaient manger et où ils devaient manger. Donc quand j'entends « je fais manger mes enfants au McDo, je ne suis pas Montessori », c'est du grand n'importe quoi. Elle a ensuite défini la posture de l'adulte enseignant dans les classes Montessori. Et il est important de situer le contexte
dans lequel sa pédagogie est née et comment les enfants étaient traités à l'époque à l'école. Elle disait notamment que l'adulte devait faire une préparation morale, car elle pensait que les défauts des adultes brouillent le regard que nous portons sur les enfants. Mais elle disait aussi qu'il n'était pas nécessaire d'être un saint pour avoir le droit d'entrer dans une salle de classe. Elle disait surtout qu'il fallait essayer de se débarrasser de 2 défauts, la colère et l'orgueil, et d'acquérir l'humilité et la patience. Elle disait que nous devions être des partenaires de l'enfant. Elle n'a supprimé en rien l'autorité des enseignants, mais elle l'a un peu transformée. Elle a beaucoup transféré l'autorité au matériel, puisque grâce à son autocorrection, c'est au travers de ce matériel que l'enfant sait s'il a bon ou s'il a faux. Et elle disait aussi que la règle d'or n'est pas de ne donner aucune directive, mais d'en donner juste assez, l'indispensable minimum, la bonne dose. Par exemple, elle insistait sur le fait qu'il ne fallait pas hésiter à intervenir si un enfant dérange les autres ou ne se comporte pas correctement. Elle a aussi beaucoup insisté sur le rôle de l'adulte d'être un observateur de l'enfant pour découvrir ses besoins, son développement, afin, en fonction de ses observations, d'aménager l'environnement pour y répondre. On peut aussi transposer cela au rôle des parents, mais je pense que beaucoup le font naturellement. C'est tellement beau de regarder les enfants évoluer et grandir. Bien sûr, tout ce qu'elle a écrit sur l'adulte éducateur ou éducatrice à l'école peut être transposé sur l'adulte à la maison. Mais je n'y vois en rien qu'elle demande aux adultes d'être parfaits, de ne pas avoir d'émotions, etc. Il faut aussi savoir que Maria Montessori vivait au moment des guerres et que son éducation visait à créer un monde de paix. Donc peu à peu, cela peut devenir une philosophie de vie. C'est-à-dire que l'enfant va être au centre de nos préoccupations, comme il est au centre de la pédagogie. On va essayer de développer son autonomie et son indépendance afin qu'il devienne un être libre. On va donc créer un environnement qui va lui permettre de développer cette autonomie et donc sa confiance en lui-même. On va lui laisser une certaine liberté de choix, mais je dis bien une certaine, car elle doit s'arrêter là où commence l'intérêt collectif de la famille. C'est une pédagogie qui peut devenir une éducation où on se respecte justement. Sa liberté s'arrête là où commence l'intérêt de la famille. On va poser des règles à la maison et l'enfant devra respecter ces règles. Jamais Maria Montessori n'a écrit que l'enfant avait tous les droits et aucune règle, et tous les choix. J'insiste toujours sur le fait qu'à la maison, chacun doit se respecter et respecter la vie de l'autre entre les enfants d'une fratrie, mais aussi entre les enfants et les parents. C'est ce dont elle parlait dans sa définition de la liberté. Maria Montessori n'a jamais écrit que l'adulte devait être parfait. Elle le dit elle-même, on ne demande pas d'être des saints. Évidemment, l'adulte est un être humain qui vit des moments plus ou moins faciles, qui peut avoir une journée difficile, avoir un peu moins de patience, mais juste l'expliquer à l'enfant et le respecter. Cette pédagogie est basée sur le respect. Respect de l'adulte envers l'enfant, de l'enfant envers l'adulte, de l'enfant envers les autres et de l'enfant envers le matériel. Mais je pense que cela est élémentaire et n'est pas que le fait d'être montessorien. Je l'espère tout du moins. Elle écrivait également que nous étions des partenaires. Et je pense que ce terme est très important à garder. J'ai souvent rencontré lors des formations Montessori que j'animais des adultes qui tout à coup, découvrant cette pédagogie, se mettaient à culpabiliser car ils n'avaient pas appliqué tel ou tel principe, ou elles n'avaient pas donné tel ou tel hochet à tel moment, etc. Mais je leur disais d'arrêter, car le plus important, c'est l'amour que l'on donne aux enfants, c'est la communication que l'on instaure avec eux, l'affection, la patience, la gentillesse. N'oublions pas le vrai rôle d'un parent. Ce qui pour moi est abominable, c'est ce que j'ai entendu sur certains réseaux de la part de certains parents qui maltraitent les enfants qui en rient, et d'autres qui les like ces témoignages et même les écoutent. Et tout cela en se référant à Montessori, alors qu'elles n'en connaissent strictement rien. Ce qui est triste aussi, ce sont les gens qui disent « Ah oui, Montessori, ce sont les écoles où les enfants ont tous les droits. Ah oui, c'est là où ils font tout ce qu'ils veulent. » Ou bien alors « On va changer notre enfant d'école, car dans la vôtre, il n'est pas assez tenu. » De même, j'entends souvent « Vos écoles Montessori sont faites pour les surdoués. » Ou alors le contraire, « Vos écoles Montessori sont faites pour les enfants qui ont des difficultés. » Et non, nos écoles Montessori, la pédagogie Montessori, elle est faite pour tous.
Donc j'invite tous les parents, tous les auditeurs à venir observer nos classes Montessori. Et ils verront comme ce sont des lieux où il y a des règles, où il y a du respect, où il y a une liberté dans un cadre, mais aussi où les enfants sont heureux, ont une belle enfance, s'épanouissent et où les adultes sont partenaires pour permettre aux enfants de bien se construire, pour créer un monde de paix si cher à Maria Montessori. J'espère vous avoir un peu éclairé sur la pédagogie Montessori, même si c'était rapide. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette pédagogie, je vous conseille de lire certains livres de Maria Montessori, et notamment L'Enfant. Voilà, pour le prochain épisode du 4 mars, je vous propose une pause éducative avec des jeux et des activités pour lire et aimer et faire aimer lire aux enfants. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.